Bonjour, bienvenue dans l'invité de l'économie. Je reçois Jérôme Richet, cofondateur du Liberté Living Lab, un lieu qui vient d'ouvrir à Paris et qui est dédié à l'innovation technologique, civique et sociale. 2000 mètres carrés au cœur de la capitale pour refaire le monde avec des startups, des jeunes, des vieux, des fans de techno, des sociologues, bref, tous ceux qui veulent entreprendre en changeant la société. Bonjour Jérôme Richet. Bonjour. Alors, dans vos mots, c'est quoi Liberté Living Lab? C'est déjà, vous l'avez dit, un lieu physique, ce qui a l'air du digital et tout sauf anodin. C'est aussi et surtout un collectif de personnes. Si on le dit très simplement, c'est un collectif de citoyens, quels que soient nos points d'origine, chercheurs, entrepreneurs, grandes ou petites entreprises, étudiants, artistes, qui a envie d'essayer de contribuer au bien commun et à changer les choses. C'est donc quelque part une petite révolution. Il y a déjà beaucoup d'initiatives qui existaient dans les associations, dans ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire. Mais aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose d'encore plus large, qui touche encore plus de catégories de société. Cette idée qu'on peut tous contribuer au bien commun et qu'on n'est plus dans des positions d'attendre que les choses changent. Justement, cette idée, on la voit en images avec un reportage signé Farah Bouchrak et Sylvain Rousseau. Les geeks emménagent au Sentier, au cœur du quartier du textile. Et voici leur nouveau repère, le Liberté Living Lab. Ouvert 24 heures sur 24, cette ruche de 1600 m² héberge des startups et des grands groupes, mais aussi des ONG et des artistes. On y croise même un galeriste 2.0. Abdel Bounan expose l'art numérique dans les entreprises et les espaces publics. J'ai l'impression que ce mix justement assez improbable entre des startups, des ingénieurs, des artistes, des designers et des grands groupes, je n'ai pas l'impression qu'il y en ait beaucoup à Paris. Et c'est aussi pour ça qu'on s'y sent bien. Près de 200 résidents vont partager les lieux et leurs connaissances. Et si les ordinateurs sont omniprésents, les livres y ont aussi leur place. Tous les livres qui sont ici ont été constitués à partir de ce qu'aimaient les résidents, donc ça encourage à découvrir les autres. Mathieu Leventis est freelance, il n'a pas de bureau attitré au Living Lab. Très inspiré par les cultures nomades du travail, par les organisations qui sont non hiérarchiques, par des vraies cultures de la transparence, ce qui parfois manque dans les grands groupes. Nomade lui aussi, David Guez organise une primaire démocratique en ligne. Elle est ouverte à tous les Français. Son site compte plus de 68 000 inscrits. Avec Thibaut, qui est mon associé, on en avait assez à chaque élection de devoir aller voter par défaut et pas par adhésion. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'était de dire qu'il n'y a absolument plus de débat de fond, plus de débat d'idées, il n'y a que des petites phrases, etc. Et on voulait réimpacter la politique en faisant émerger de nouveaux talents et des nouvelles idées. Le Living Lab va organiser des événements ouverts au public. Le mouvement des Civic Tech avance à Paris, mais saura-t-il toucher le plus grand nombre ? Avec moi sur ce plateau, donc le cofondateur du Liberté Living Lab, Jérôme Richet. D'où vient cette initiative? D'abord, c'est une initiative privée, c'est clair? C'est une initiative privée. Pas un sou de l'État? Pas un sou de l'État pour l'instant. Oui. Et avec l'idée d'agir ni pour ni contre les organisations historiques, de faire avec. Faire avec, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire en open source, ça veut dire faire sans attendre, ça veut dire partager, ça veut dire essayer d'assembler et d'associer. Mais c'est une initiative privée. Inspiré quelque part? Enfin, ça existe ailleurs ou d'où ça vient? Je dirais... Alors, il y a beaucoup de choses qui existent dans le monde. On est peut-être la synthèse d'un certain nombre de choses qui existent sur un peu tous les continents. Mais c'est avant tout inspiré d'un grand nombre de résidents qu'on a vus, pour certains d'entre eux, dans le reportage. C'est inspiré par des gens qui ont, sans faire de jeunisme, une moyenne d'âge de 25 ans, qui sont tout simplement incroyables, qui veulent tout. Et aujourd'hui, vouloir tout, c'est pas... un rapport à l'argent, vouloir tout, c'est plus que donner un sens à sa vie, c'est être parfaitement en développement professionnel et intellectuel, c'est contribuer à changer ici et maintenant la société. Je pense que... Et puis c'est décloisonné. On décloisonne la culture, le boulot, l'entreprise et l'engagement. Parce qu'on n'a plus de frontières de cette nature-là, en fait. Il n'y a plus de frontières. À partir du moment où on est engagé sur des enjeux de société, à quelle heure de la journée on pourrait se dire le sujet de la démocratie, à 17h, c'est plus le sujet. Donc on y met, et ils y mettent,
tout ce qu'ils sont, toute leur envie, c'est dans ce sens-là, où ils veulent tout, et c'est vraiment un grand compliment que je leur fais. Alors, un projet concret, qu'est-ce qui va ressortir? Il y en a plein des projets concrets, je vais en donner un ou deux. Allez, Impala. C'est quoi Impala? Impala, c'est une start-up qui a démarré comme une association, qui a été fondée par deux jeunes, Hector Ballas et Antoine Go. Et eux sont des data scientists, donc ils ont vraiment un niveau technique assez élevé. Donc data, c'est les données, les scientifiques des données. C'est de la gestion de l'information en très grand nombre. De la big data. De la big data, exactement. Et eux se sont dit, il y a un grand sujet, au moins en France, mais sans doute dans de nombreux autres pays, c'est la question de l'orientation scolaire. Ah oui. Voilà. Ça, c'est assez terrible. C'est vrai que c'est nous qui la pêche. Hein, bon, eh bien, eux, en gérant un ensemble de données, un très grand nombre. L'idée n'est plus tant de dire à un jeune, parce que l'orientation scolaire, en règle générale, on s'y intéresse à peu près à la sortie de l'adolescence, on va dire, pour les plus rapides. Hein. Plutôt que de se dire, tu as une filière, tu as un diplôme, etc., c'est plus de se dire, qu'est-ce qui t'intéresse? C'est quoi tes passions? C'est quoi tes talents? Et en fonction de ça, d'aller faire un certain nombre de propositions. Ça, c'est un premier exemple. Un deuxième exemple, tout aussi exceptionnel de mon point de vue. La question du décrochage scolaire, pour rester sur cette thématique-là. En France, en tout cas, la première marche ratée, c'est l'apprentissage de la lecture. Ce qui est absolument terrifiant. C'est-à-dire qu'on est capable, en gérant justement de la data, de prédire un échec scolaire dans les années supérieures, d'études supérieures, pour un jeune qui aurait déjà des difficultés de lecture en entrée de 6e. Eux, avec des briques d'intelligence artificielle, essayent de développer une méthode auto-adaptative à chaque enfant de la lecture. Voilà, c'est ce type de projet très concret. Ça a d'ailleurs été une clé de la sélection des équipes en résidence. Cette capacité à avoir un impact mesurable et cette capacité à apporter à la société une solution ou une réponse à court terme. Alors, j'étais à l'inauguration. Vous avez beaucoup parlé de liberté, d'inclure et de ne pas exclure, de diversité, de mixité. Sincèrement, je n'ai pas vu la mixité sociale. C'est pas un hasard, cet endroit est au cœur de Paris, il n'est pas en banlieue. Est-ce que ce projet ne va pas contribuer également à élargir la fracture sociale? Alors ça, c'est la question la plus difficile. Nous, on résume en disant ce qu'on veut, c'est innover et inclure. Et paradoxalement, peut-être, la partie la plus difficile de innover et inclure, c'est le « et inclure ». Alors pourquoi est-ce qu'on est au cœur de Paris? Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une initiative privée. Notre modèle économique repose sur notre capacité à attirer des grands groupes industriels et à les faire travailler pour les aider à se transformer, à innover. Ces grands groupes-là, ils travaillent au cœur de Paris. Vous voulez dire qu'ils ne seraient pas venus en banlieue? Ils ne seraient pas venus en banlieue beaucoup plus difficilement. Nous, on est une toute petite structure. On était 2 personnes en avril 2015, on est une douzaine aujourd'hui. Avec un budget de? Avec un budget. Alors, on a fait un chiffre d'affaires, pour être précis, de 500 000 € en 2015. On espère faire un chiffre d'affaires de 2 millions d'euros cette année. On a fait un x4 en taille, ce qui est énorme à absorber. Donc, il y a une fragilité économique sur laquelle il faut être prudent. Alors le « et inclure », pour revenir précisément à votre question, il va se faire, et on l'a déjà fait dans un prototype qu'on a monté avant véritablement d'ouvrir le Liberté Living Lab, dans le travail de, entre guillemets, couture relationnelle. C'est pas parce qu'on est un lieu physique au cœur de Paris qu'on peut pas faire venir ou nous aller en périphérie ou au-delà de la question géographique, toucher et entraîner des publics qui sont dans une plus grande fragilité culturelle, économique et sociale. Et même sans parler de ces publics, est-ce que c'est pas aussi une façon pour cette classe moyenne parisienne, française, d'appréhender le monde qui arrive? Je vous renvoie tout simplement à l'étude qui avait été publiée l'année dernière au moment du Forum économique de Davos, qui disait que la numérisation, 4e révolution économique, allait faire perdre 5 millions d'emplois dans les pays riches et en particulier chez les classes moyennes. Est-ce que ce n'est pas aussi une façon pour ces classes moyennes d'éviter la catastrophe? Alors écoutez, nous on va rester modeste à notre échelle. Voilà, on est un lieu de 2000 m², 200 résidents, 25% d'internationaux. Si on peut contribuer à ça, ça serait extraordinaire. Je sais qu'en France, mais dans le monde, les enjeux de transformation sont absolument gigantesques. Que ce soit dans les organisations publiques et privées, que ce soit dans la culture de tout à chacun. Ce qui est en train de se passer, en tout cas ce lieu, c'est comme une photographie. Ce que nous, on voit sur cette photographie, c'est que vous avez des citoyens qui n'attendent plus, qui ont compris et qui ont envie de partager. Ce qui est assez extraordinaire par rapport à votre question sur l'inclusion versus les élites, en quelque sorte, c'est qu'une partie de ces élites-là, des jeunes hauts diplômés, où effectivement la diversité est assez relative, en tout cas en France, ces jeunes diplômés-là, ils sont aujourd'hui sur le terrain, en train de créer, les 2 exemples que je vous ai cités en font le profil parfait, en train d'essayer de créer des choses et de le partager pour le bien commun. Alors, haute diversité, les femmes, c'est vrai, elles étaient très présentes à l'inauguration. Et d'ailleurs, la cofondatrice
est une femme. Tout à fait. Et ça aussi, c'est un sujet qui vous... Mais c'est presque... évident. C'est presque naturel, en fait. Hein. Alors, le business model, c'est quoi? Alors, notre business model, il est un petit peu particulier, puisque nous, en fait, les équipes qu'on essaye de sélectionner et de prendre en résidence, hein, de les héberger au sein du Liberté Living Lab, travaillent toutes sur des enjeux de société. Vous l'avez dit, innovation technologique, civique et sociale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces équipes-là, pour nombre d'entre elles, n'ont pas de modèle économique très abouti. Elles sont plus de l'ordre de l'expérimentation, même si certaines ont déjà une vision un petit peu plus poussée. Donc nous, en tant qu'incubateur, puisque c'est un peu ce qu'on est, on a une vision originale, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire que notre seul critère de sélection serait la capacité économique des équipes. Donc on propose un modèle de don contre don. Le don contre don, ça veut dire quoi pour ces équipes-là? Ça veut dire que c'est elles qui décident du montant qu'elles souhaitent verser en loyer pour occuper des espaces au sein du lieu. Comment est-ce qu'on arrive à faire ça? On arrive à faire ça parce que la perception, je dirais, de ce type d'activité, d'une manière générale, loyer, privatisation des espaces, c'est 15% de notre chiffre d'affaires. Le reste, c'est notre propre équipe. Nous ne sommes pas, et ce n'est pas une critique, des agents immobiliers qui touchent nos loyers à la fin du mois. Notre propre équipe est sur le pont au même rythme, dans les mêmes contraintes, dans les mêmes dynamiques que toutes les autres équipes. Et nous, notre sujet, en plus de la création du Liberté Living Lab, c'est l'accompagnement de grands groupes français et internationaux dans la transformation et dans l'innovation. Très rapidement, Jérôme Richet, est-ce que c'est duplicable, votre modèle? J'adorerais que ce soit duplicable. Je ne suis pas sûr que ce soit duplicable. Pour être tout à fait sincère, c'est une vaste expérimentation qu'on est en train de faire. Et on verra après. En tout cas, merci Jérôme Richet pour ces réponses. L'invité de l'économie, c'est terminé pour aujourd'hui, mais comme d'habitude, vous pouvez retrouver l'émission sur france24.com. En attendant, évidemment, restez avec nous car l'information continue sur France 24. Au revoir.